Le PAL est le troisième site touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le premier site de loisirs avec l'année dernière 643 000 visiteurs accueillis au PAL. On a 75% des gens fidèles qui reviennent tous les 1 à 3 ans. On a au niveau du parc dans sa globalité donc 50 hectares. Et plus l'offre, d'année en année, l'offre augmente puisqu'on rajoute des nouveautés. Donc ça permet en fait aux visiteurs d'avoir l'envie de revenir puisque en fait dans la journée c'est impossible de faire les 28 attractions, de découvrir le parc animalier dans sa globalité, de découvrir également les spectacles qu'on propose au niveau des rapaces, au niveau des perroquets, au niveau des otaries. En 2018, donc, on a fait une nouvelle attraction que vous pouvez découvrir un petit peu derrière, le Yukon Quad. C'est un projet de 10 millions d'euros avec le prix de l'attraction, avec tout ce qui est décor, tout ce qui est espace vert. Et en fait, la région nous a aidés sur ces 10 millions d'euros. Au niveau du développement du PAL, en fait, ça passe aussi par un nouvel hébergement, donc les lodges du PAL. Et les lodges du PAL, c'est un hébergement complètement atypique. C'est vraiment une expérience en fait où les gens se retrouvent en pleine Afrique. Ça nous a permis de développer une certaine clientèle qui est beaucoup plus éloignée que notre cœur de cible qui est à 3 heures autour du PAL. Et notamment, on a développé la clientèle suisse. On ne peut pas encore accueillir de groupe puisque la demande individuelle est trop forte au niveau de l'hébergement. Donc on a décidé en fait de créer un nouvel hébergement qui permettra, donc avec le PAL Savane Réserve, d'accueillir de nouveaux visiteurs qui pourront bénéficier de l'offre Le PAL sur 2 jours et d'avoir un package intégré de découvrir le parc et de dormir sur place. Ce nouvel hôtel, c'est un investissement de 12 millions d'euros et la région nous aide par rapport à ces investissements-là. Transtherm, c'est un groupe que j'ai créé il y a une dizaine d'années en rachetant la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne en Normandie. Et effectivement, le groupe a grandi avec notamment l'acquisition de Châtel-Guyon il y a quelques années et l'exploitation depuis 2017. Et on vient de créer une marque spécifique à la destination de Châtel-Guyon qui est Aiga Resort, qui sera inaugurée en même temps que les nouvelles installations du resort qui sera livré en 2020. Le curiste qui vient nous rencontrer, il choisit d'abord sa destination en fonction de la nature du soin qu'il souhaite obtenir et ensuite, évidemment, en fonction de la qualité touristique, de l'environnement touristique sur lequel il va venir en cure. On participe à l'évolution de la destination touristique et on est un acteur au même titre que les hébergeurs, les autres activités touristiques. Et c'est le cas notamment à Châtel-Guyon où on va participer finalement à l'évolution, la configuration nouvelle de l'environnement touristique de Châtel-Guyon. L'objectif pour nous, c'était d'offrir l'ensemble des services attendus par un curiste et un touriste pendant son séjour. Et nous, notre particularité, c'est qu'on développe une offre que l'on a baptisée Resort, qui est en fait l'ensemble des services nécessaires au séjour du curiste ou du touriste. Et là, on va trouver dans cette nouvelle ensemble qu'on livrera donc en 2020, à la fois l'établissement de soins, c'est-à-dire l'établissement thermal, un spa, de l'hébergement, une résidence-service senior, ce qui va être une première dans l'environnement thermal, mais également de la restauration et un centre de recherche autour du microbiote qui est une des particularités de Châtel-Guyon. L'ensemble du projet a un coût total de 35 millions d'euros. La nature des investissements, le poids des investissements versus le rendement de l'activité et son modèle économique ne permettait pas finalement de rassurer nos partenaires financiers. Il fallait trouver un modèle qui ait un accompagnement public. Et c'est ce qu'a fait la région, qui a très bien compris finalement l'intérêt que représentait à la fois pour Châtel-Guyon et pour la région au sens large, le développement d'une offre moderne et totalement reconfigurée de l'offre thermale et touristique de Châtel-Guyon. L'hôtel, on l'a racheté le 15 janvier cette année. On a donc mis en place une phase de travaux pour une ouverture de l'établissement le 28 avril dernier. Donc on est à 4 mois d'activité. On a plusieurs axes de développement. Le premier, bien sûr, c'est le thermalisme, puisque Châtel-Guyon est la station thermale, avec un nouvel établissement thermal qui vient s'installer juste à côté de l'hôtel Chantegrelet. Donc c'est un premier axe effectivement de développement. Après, deuxième axe sur du bien-être,
voilà, avec la création de la bulle de détente. Et puis un troisième axe sur du séminaire, avec la création d'une salle de séminaire. On a une clientèle effectivement qui revient d'une année sur l'autre, donc on a rénové effectivement des chambres qui étaient un peu petites, qu'on a créées donc en espace plus grand, en mini-suite. On a aussi répondu aux normes de mobilité réduite, donc on en a profité pour mettre en place des chambres accessibles. On est parti sur une enveloppe 180 000 € de travaux qu'on a légèrement dépassé, bien entendu, et la région a financé à hauteur de 20 000 €. Voilà, 20 000 € qui ont participé donc à toute l'accessibilité, mobilité réduite, l'espace de détente et la création de la salle de séminaire. Vous êtes donc ici sur le grand site de France Puy-Marie Volcan du Cantal, un territoire de 36 000 hectares formé de 13 communes et qui a en son cœur le Puy-Marie que vous avez derrière moi ici. Un site qui est largement prisé par les amoureux de la pleine nature et notamment par les trailers que l'on s'évertue à accueillir de fort bonne manière ici. Grand Site de France, c'est un label qui est attribué par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui traduit une gestion durable d'un site. Alors l'espace trail, il a été développé dans cette même logique de structuration de l'offre de pleine nature, puisque on a pour vocation à maîtriser l'impact des pratiquants aussi sur les sites naturels. C'est 220 km d'itinéraires balisés. Ils sont balisés sous la forme d'un collier de perles en fait. Il y en a un grand qui fait le tour et qui fait 80 km environ, qui a un sentier en itinérance noire. Et autour, il y a des petites perles en boucle. On a des itinéraires rouges, donc intermédiaires, qui partent sur une demi-journée à peu près. Et dans ces itinéraires rouges, des petites boucles bleues et vertes pour les débutants. Il y a certes un tissu local qui est usagé de cet espace trail, mais aussi ça a une vocation économique importante puisqu'on travaille avec des clubs qui viennent en stage ici et donc qui consomment par de l'hébergement, par de la restauration, par de l'achat de produits artisanaux, etc. Mais aussi, on a un levier, une vitrine importante avec la venue de l'équipe de France de trail chaque année à Mandaille-Saint-Julien, qui est la terre d'accroche un petit peu de cette équipe, qui permet de préparer les championnats du monde. On est territoire d'excellence pleine nature au titre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce cadre-là, nous avions soumis ce projet d'espace trail au service du conseil régional, qui a été retenu bien évidemment et qui a été financé à hauteur de 30% pour un montant qui s'élève aux alentours de 20 000 €. Ce qu'on a cherché à créer en créant Cozy Camp, c'était un camping qui correspondait à ce qu'on cherchait nous quand on partait en camping, c'est-à-dire un lieu branché et qui se retrouve cautionné sous le nom de glamping, donc le camping glamour. Quand on débarque dans un camping en Haute-Loire, on est déjà dans une démarche, c'est-à-dire on a déjà décidé de ne pas partir en vacances au bord de la mer, donc on vient chercher de l'authenticité. On vient chercher de la nature brute et on vient chercher du retour aux sources. On ne vient pas chercher que l'authenticité et la nature brute à Cozy Camp, on vient le chercher en Auvergne. Les campagnes de communication des dernières années ont porté leurs fruits. On se rend bien compte que par rapport à 2013 quand on a ouvert, il y a un engouement pour nos régions vertes. C'est une tendance lourde qui est en train de se mettre en place, c'est que c'est vraiment ce qui est dans la tête des gens, des urbains qui habitent à Amsterdam, Londres ou Paris. Ils sont vraiment en quête de, je parlais de sens, de nature, de simplicité et c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Déjà, Cozy Camp, je pense, n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu un cofinancement public-privé, région, municipalité au lancement du projet. Et puis, en tant qu'exploitant, systématiquement, on a été suivi par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le choix pertinent qui a été fait et cohérent avec ce qu'on implantait dans notre campement, si j'ose dire. On a besoin de ces financements dans la mesure où
ils nous permettent d'aller chercher justement du haut de gamme et qu'on ne part pas à l'économie sur les choix d'investissement et que ce haut de gamme finalement c'est le propre du glamping et c'est ce qui fait que les étrangers nous choisissent pour venir vers des destinations, on va dire, exotiques en France. Sur le pays de Charlieu-Belmont, nos principaux atouts sont d'ordre patrimoniaux. Nous avons la chance d'avoir plusieurs abbayes, l'abbaye bénédictine de Charlieu, le couvent des Cordeliers à la limite de Charlieu et de Saint-Dizier-sous-Charlieu, et la Bénisson-Dieu qui sont 3 grandes abbayes avec 3 immenses patrimoines. Et le but, c'est de créer du lien en s'appuyant sur ce patrimoine religieux important. Un des moyens, c'est de développer l'itinérance. Et il se trouve que ces 3 sites sont reliés par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le fait que Saint-Jacques-de-Compostelle passe sur nos communes est effectivement une opportunité, notamment parce que dans le projet collectif entre Cluny et le Puy-en-Velay, Lyon-le Puy-en-Velay, un des objectifs était que le chemin soit homologué itinéraire de grande randonnée, ce qui donne une visibilité nationale à cet itinéraire. Sur l'ensemble du linéaire, les collectivités s'étaient mis d'accord dans un premier appel à projet pour améliorer les conditions de pratique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça s'est traduit par à la fois de la signalétique, de panneaux d'information. Certains ont aménagé des toilettes sèches, d'autres des tables de pique-nique abritées, comme celle que l'on voit ici à Briennon, qui est assez régulièrement utilisée. Et puis, pour arriver à l'objectif d'homologation d'itinéraire de randonnée, il fallait descendre en tout 30% de goudron hors agglomération sur le chemin. C'est ce que nous avons fait sur à peu près 4 km entre Charlieu et Saint-Dizier-sous-Charlieu, en aménageant une bande spécifique au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le long d'une voie verte qui était en cours de création. Il y a fallu sécuriser certains points, notamment des ponts, qui était assez étroit et avec le trafic routier, notamment de poids lourds, qui était difficile à passer. Et donc ça a été le cas en changeant l'itinéraire avec la voie verte, puisqu'on est passé sur un pont qui est du coup dédié à la circulation douce, vélo et piétons. Et pour faciliter la traversée du centre-ville de Charlieu, il y a également eu la pose de clous en bronze sous forme de coquille Saint-Jacques sur à peu près 1,5 km. Sur le projet de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous travaillons avec le CRT essentiellement par le biais des comités d'itinéraire, donc qui regroupent l'ensemble des collectivités traversées, que ce soit donc comité de communes, agglomération, mais également les représentants touristiques, donc souvent les offices de tourisme. Donc ils nous donnent des conseils sur les attentes notamment des clientèles et comment y répondre. Pour se diversifier et puis pour montrer la culture locale, le patrimoine local à nos visiteurs, il était important de leur proposer un certain nombre d'activités. L'idée, c'est que les touristes puissent rencontrer le professionnel, le voir, discuter avec lui, qu'on puisse présenter à tous nos visiteurs notre travail. On propose des balades dans notre vignoble, donc en 2 chevaux. Pourquoi la 2 chevaux? Parce que c'est quelque chose finalement qui est très populaire et qui appartient à tout le monde. Des choses un peu plus luxueuses, donc en Bentley, une voiture de collection, une Bentley de 1960, où là on va rentrer dans d'autres domaines de confrères qui sont très privés, donc dans lesquels on ne rentre jamais, pour proposer quelque chose de complètement authentique. Hop, allez, on va dans la cave. Et puis, on a aussi développé une nouvelle activité autour des fromages. Un atelier accord mets-vin, donc accord fromage et vin, qu'on a développé avec un fromager affineur qui est spécialisé dans les accords vin-fromage. Alors pourquoi on a cherché à développer cet atelier? Tout simplement parce que la région Rhône-Alpes est une région qui est très très riche au niveau de la gastronomie. Il faut savoir que 80% des fromages en AOP sont de la région Rhône-Alpes. Qu'on a des vins absolument fabuleux dans la région, tant au sud de Lyon qu'au nord de Lyon. Et donc finalement l'idée c'était de dire pourquoi ne pas allier les deux finalement, ces savoir-faire des producteurs, des agriculteurs locaux. Alors on fait partie des expériences remarquables de la vallée de la gastronomie. Ça va nous apporter déjà au niveau en interne un petit coup de boost pour continuer à nous perfectionner, pour continuer à donner le meilleur de nous-mêmes et avoir des choses véritablement exceptionnelles. Et ensuite une visibilité un petit peu plus forte et surtout une reconnaissance de la région au niveau de notre travail. On propose quelque chose de personnalisé pour permettre à nos visiteurs de rentrer le plus possible dans les exploitations, dans le terroir, de pouvoir leur partager notre expérience de travail, notre expérience de tous les jours. Bienvenue à la Tour Rose by Me Hotel,
puisque c'est ce lieu qui nous a appelés et que l'on a choisi de rénover pour continuer notre développement sur Lyon. Sur l'hébergement en lui-même, on a ici un lieu qui est donc très imbriqué, donc qui correspond parfaitement aux critères de Mi-Hôtel, qui sont des suites parsemées dans la ville. Donc là, on a des suites parsemées dans un lieu assez inédit avec des jardins, donc ça va être un lieu incroyable. C'est vraiment une envie avec mon associé de revisiter le concept de l'hôtellerie, d'y amener une innovation. On s'est débarrassé de tous les points d'achoppement. Donc il n'y a plus de desk, il n'y a plus de check-in, plus de check-out. Tout se fait en ligne. Derrière tout ça, il y a énormément de technologie puisque chaque suite est domotisée, domotique. Ce qui veut dire qu'on est complètement autonome. On va pouvoir jouer sa playlist sur les enceintes connectées. On va pouvoir prévoir avant d'arriver la température de sa chambre avec une appli. On va décider d'allumer sa cheminée, de créer une ambiance. On va pouvoir réserver des extras. Il y a plus de 60 extras sur notre site. Vous pouvez vous faire livrer des repas, vous pouvez faire des cours de yoga dans la suite. Donc on crée avec notre client un scénario très spécifique pour son séjour et évidemment la décoration qu'on a voulu extrêmement soigner. On arrive à mélanger une clientèle touristique, couple, française, étrangère et business. Donc on a aujourd'hui plus de 35% de notre clientèle est business et récurrente et fidèle. Nous sommes allés chercher des gens qui étaient capables de faire de la restauration et nous avons rencontré Tabata et Ludovic qui avaient un projet très innovant, qui est un projet de food court en plein centre-ville qui s'appelle Food Traboul. Et évidemment Food Traboul va s'inscrire dans cette vallée de la gastronomie en alliance avec notre offre d'hôtellerie innovante. Donc on va offrir de la restauration innovante et de l'hébergement innovant et les deux vont créer aussi un lieu de vie également pour les Lyonnais et c'est aussi l'ambition que l'on a très forte avec Tabata et Ludovic. La région nous a énormément aidés, a été vraiment tout de suite d'un accueil très important puisque face à l'ampleur de cette rénovation que l'on prenait à notre charge, ils ont eu envie de nous aider, il y avait une subvention et ils nous soutiennent donc les banques sont rassurées, ça crée une émulsion très positive. Voilà. Nous sommes sur les terrasses du château de la ville de Tournon, en plein cœur du territoire d'Ardèche-Hermitage, face à la colline de l'Hermitage, devant le Rhône et la halte fluviale donc, de la ville qui se situe donc en plein cœur de ville. Nous avons, comme vous le voyez derrière moi, aménagé la halte fluviale avec l'aide de la région et une tranche numéro 2 des travaux va démarrer cet automne à travers donc l'aménagement de la partie terrestre de la halte. Destiné donc à mettre en valeur la Via Rona, puisqu'on a la chance d'avoir cette traversée en plein centre de notre ville. Une grande partie des pratiquants sont des locaux, des familles, des sportifs, mais aussi donc nos croisiéristes. Nous avons la chance d'accueillir près de 700 escales de chaque côté du Rhône, que ce soit à Tain-l'Hermitage ou à Tournon-sur-Rhône. Et avec nos partenaires au niveau de l'Office du tourisme, qu'il s'agisse de la Cité du Chocolat, qu'il s'agisse des viticulteurs, qu'il s'agisse des restaurateurs, qu'il s'agisse aussi des commerçants, nous bénéficions de ces visites guidées aussi qui sont mises en place avec les compagnies de croisière. Il nous reste à mettre en place les outils qui permettront d'innerver chaque côté du territoire, que ce soit la Drôme ou l'Ardèche. Pour cela, nous avons par exemple mis en place un guide à destination des VAE, des vélos à assistance électrique, pour découvrir encore une fois le panorama et les sentiers de nos 42 communes. La vallée de la gastronomie est un élément essentiel pour nous et nous ambitionnons d'être un des premiers spots de cette vallée. Notre ambition consiste à apporter notre pierre à l'édifice à travers les atouts qui sont les nôtres, des vins des Côtes-du-Rhône septentrionales et des appellations Saint-Joseph, Hermitage et Creuse-Hermitage. On peut parler aussi de nos productions fruitières. On peut aussi parler des nombreux restaurateurs et autres viticulteurs, encore une fois, qui constituent donc l'essence de ce territoire. Qu'est-ce que la vallée de la gastronomie va apporter à la région ? Indéniablement un poids et un élément de communication pour le territoire. La gastronomie française est réputée dans le monde entier et le fait d'être ensemble entre 3 régions sur cette thématique nous permettra de mieux communiquer et de communiquer plus fortement sur cette thématique. Pour ce qui concerne la Cité du Chocolat, bien sûr, nous allons être
nous allons être un des acteurs de cette vallée de la gastronomie avec tous nos collègues du territoire Ardèche-Hermitage. On va construire des expériences gourmandes, des expériences remarquables. Donc on postule en ce moment pour 2 expériences remarquables. Une qu'on fait avec Terre de Syrah, la cave de thym qui est des dégustations vin et chocolat. Et puis une expérience vraiment propre à Valrhona qui sont des stages de pâtisserie de 2 jours avec des grands chefs. Dans le cadre de la vallée de la gastronomie, nous avons refait le rez-de-chaussée de la Cité du Chocolat 5 ans après son ouverture. La région nous a aidés dans ce projet de réaménagement pour rendre la Cité du Chocolat plus immersive et nous avons reçu une subvention de 50 000 €. Je pense qu'on est plus de 10 campings 5 étoiles dans un rayon de 20 km. Et c'est bien parce que ça attire une clientèle nouvelle haut de gamme qui permet de louer des mobil-homes haut de gamme, qui permet d'avoir de la clientèle qui s'intéresse pas qu'à la baignade l'été et de faire des saisons un peu plus longues. Une clientèle d'hôtel de plein air de 5 étoiles, elle veut tout simplement tout. Il faut qu'il y ait la remise en forme, le restaurant, les animations, la qualité de bar, tous les services intérieurs et extérieurs. On a beaucoup de prestations extérieures où on facilite le lien avec les prestataires. Ils viennent prendre les commandes sur place, ils viennent chercher des clients sur place. J'ai un salarié animateur qui est délégué aux réservations pour les prestataires extérieurs. Toute la journée, il y a des navettes qui viennent chercher des clients dans nos campings. Je pense qu'il n'y aurait pas 80 restaurants à Vallon-Pont d'Arc et 45 à Rios s'il n'y avait pas les hôteliers de plein air et qui amènent beaucoup de clients. Et puis, on a effectivement des restaurants, on a des bars, mais on est dimensionné pour recevoir 1/10 de notre clientèle. Donc, il y en a 9/10 qui vont à l'extérieur. Et la région m'a aidé sur le camping Aluna à agrandir la STEP, la station d'épuration, puisque je vais agrandir de 90 places, il me fallait agrandir la station. Ils m'ont aidé aussi sur l'extension du bar, puisque le camping Aluna va jusqu'au 5 novembre, donc c'est les vacances d'octobre, sur lesquelles j'ai misé depuis l'arrivée de la caverne du Pont d'Arc. Sur le camping, ici même, au Rang d'Aven, on a fait une piscine couverte, parce qu'on a agrandi donc, sur une zone un peu loin, pour que les gens ne viennent pas sur ce parc aquatique-là, qu'ils aient le confort. Et le podium, on a fait un podium d'animation tout neuf, immense. Ce que j'ai trouvé bien dans ce dossier, c'est qu'on fait des travaux étalés sur plusieurs années. On a toujours facilement trouvé une case où on rentrait dans les conditions de la subvention. Je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir un dossier aussi facilement remplissable par nos salariés, parce que souvent c'est des contraintes et souvent on renonce aux subventions. Là, ça a été super bien. On est dans le Vercors, exactement à la limite entre le département de l'Isère et de la Drôme, puisqu'on est sur la rivière Bourne, qui fait la frontière entre les deux départements, en plein cœur du Vercors. Alors on est exactement sur l'emplacement du sentier, puisque le sentier va passer juste derrière nous, et donc il permettra de relier Saint-Nazaire-en-Royan à la Balme de Rancurel, et plus tard, on espère, à Villard-de-Lans. Ce sentier au fil de la Bourne, pour nous, il est important, parce qu'il permet de structurer l'offre touristique, pour raisonner avec la marque Inspiration Vercors et pour déployer et concrétiser les valeurs de cette marque et donc porter haut un peu les couleurs du Vercors. Ici, on cherche plutôt à avoir un tourisme de nature et ce sentier permet de venir compléter l'offre d'itinérance, permet de venir parler des patrimoines et des points de vue que l'on a le long de la rivière Bourne. On parlera d'un territoire 4 saisons, puisque le Vercors se développe à des altitudes très différentes. De Saint-Nazaire-en-Royan à Villard-de-Lans, la neige n'a pas le même impact l'hiver. Le produit touristique en tant que tel pourra exister sur toutes les saisons, puisqu'on pourra proposer différentes variantes en fonction des lieux d'accès et des lieux d'arrivée. C'est un vrai projet structurant pour l'ensemble du massif du Vercors. Et on espère à partir de là, d'abord que ce soit un produit d'appel intéressant. On espère qu'à partir de là vont naître un certain nombre d'initiatives qui vont susciter de nouvelles clientèles
et des clientèles de séjour et des retombées économiques à partir de là. La région apporte un financement important puisqu'elle apporte 260 000 €. C'est bien évidemment une participation qui était déterminante par rapport à la réalisation du projet. Sans ce financement-là, le projet n'existerait pas. Ce projet est conduit par la communauté de communes. Il est très important à la fois que les communes et que les socioprofessionnels qui travaillent dans ces communes soient partie prenante. Parce que réaliser le projet, c'est une chose, le faire vivre, c'en est une autre. Et on ne peut pas faire vivre le projet si on n'a pas l'adhésion des socioprofessionnels notamment et des communes qui vont être traversées. Avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les élus et aussi avec les gens qui travaillent dans les services, on a fait le constat d'un certain nombre de sites prioritaires, de bâtiments à rénover pour améliorer le confort, pour améliorer l'accueil, pour pouvoir justement faire en sorte que les gens puissent pratiquer plus la montagne, pour rendre la montagne accessible, mais aussi pour faire en sorte que les gens puissent y vivre, que les gardiens, que les guides, que les accompagnateurs ils puissent trouver des conditions décentes. Et la région, elle nous aide dans notre plan de rénovation de ces hébergements sur les sites qu'on a choisis, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur le choix de la programmation et de ce que l'on veut faire tous ensemble de ces refuges. Grâce aux aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'exemple du refuge de la Dent Parachée, on a pu améliorer le confort pour les usagers, plus de place, tout en gardant l'idée d'un hébergement collectif de montagne où on partage les espaces. On a d'abord agrandi le bâtiment, on a quasiment doublé la superficie. On a changé toute l'organisation des dortoirs. On a une salle commune qui est plus spacieuse, plus agréable. On a fait des ouvertures pour faire rentrer la lumière. On a équipé le bâtiment de sanitaires, de douches, donc tout un système de production d'énergie mixte, à la fois avec une pico-centrale, mais aussi des panneaux qui sont soit des panneaux voltaïques, soit des panneaux solaires thermiques, et tout un système, bien sûr, toute une machinerie qui fait fonctionner ce bâtiment. Je pense qu'on est resté quand même pas mal d'années sans faire énormément, que de l'entretien courant dans les refuges. Et aujourd'hui, il nécessitait un gros coup de peinture. Il était plus que nécessaire d'avoir pour nous de l'énergie de façon à chauffer le refuge, pouvoir y mettre de l'eau toute l'année, des douches toute l'année et un certain confort. Pendant 34 ans, j'ai dormi sur le canapé de ma cuisine. Je laissais ma chambre aux guides et les personnes qui travaillaient avec moi partageaient la même chambre que les guides. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir chacun une pièce dans laquelle on peut se reposer et dormir. Et on a aussi une salle de bain pour nous et c'est un confort non négligeable. Je ne m'attendais pas à un chalet aussi confortable. C'est neuf avec le confort du jour. On se trouve ici à quelques mètres de la confluence de la France et de la Suisse, autour du torrent de la Morge qui fait la frontière. Saint-Gingolph-Suisse est juste derrière moi, dans le village de Saint-Gingolph qui est partagé en deux par la frontière franco-suisse. On est à quelques mètres du débarcadère de la compagnie de navigation sur le lac Léman et donc sur le point de départ de la Via Rona et du GR5. D'ici, on peut prendre son vélo, arriver depuis la passerelle et aller jusqu'à la Méditerranée, ou prendre son vélo et réciproquement remonter vers le glacier du Rhône, à une centaine de kilomètres jusqu'aux sources du Rhône. Le financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cet investissement a été décisif pour trois points. D'une part, les ouvrages tels que les passerelles. Il y en a une derrière là qui est magnifique, qui fait le lien entre la France et la Suisse et justement vers le débarcadère à Saint-Gingolph-Suisse. L'abri ici, l'abri voyageur qui marque le point de départ de la Via Rona et aussi donc du GR5, donc un double point de départ qui est ici symbolisé avec une borne d'information touristique. Et troisièmement, l'aménagement de la voie verte en elle-même sur 3 km en site propre intégral où les vélos peuvent circuler en toute sécurité. C'est un investissement au total de près de 1 million d'euros qui a été mis par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Là, c'est un point symbolique pour le départ de la Via Rona, qui a été imaginé par les architectes paysagistes comme un abri, l'abri qui abrite le randonneur ou le promeneur et qui marque voilà, le point de départ, l'endroit où on peut se poser, s'asseoir un moment avant de partir. Pour nous, on souhaite le principal bénéfice, c'est que cette clientèle itinérante puisse s'arrêter et bénéficier de tous les atouts de notre village, que ce soit pour nos commerces, nos restaurants, nos hôtels. On a 3 hôtels sur le village, les chambres d'hôtes. C'est un atout extraordinaire que d'avoir ce double point de départ. Depuis quelques années, nous essayons de rénover notre bâtiment qui est ancien, qui a plus de 60 ans. Et nous avons commencé à faire des audits avec le département de l'Ain, avec un tourisme. Nous avons commencé par faire un DLA qui a débouché sur un chèque expertise et par la suite par ces subventions demandées à la région. Alors la subvention de la région a été très importante pour notre association et nous a permis d'aménager tout un bâtiment qui est équipé de 48 lits pour recevoir des enfants, des adolescents, des clubs sportifs, des familles. Un confort très intéressant pour varier toute notre clientèle. Ils trouvent ici tout ce qui est nécessaire pour passer un bon week-end ou des vacances. Nous avons un sauna qui est mis à leur disposition. Nous avons des salles d'activité très importantes, il y en a 4. Également, nous avons adapté notre bâtiment pour les personnes handicapées. Nous avons facilité leur accès dans tous les bâtiments. Alors l'Elex, c'est une station de ski au départ. Aujourd'hui, c'est une station 4 saisons et il faudra que demain, ça devienne une station multi-usage. On est dans la volonté d'un fonctionnement sur 365 jours. Pas se poser la question du mois de février uniquement sur les vacances pour faire un remplissage. Les nouveaux travaux qui ont été faits dans ce bâtiment permettent encore cette évolution. On a tout sur place. Et ça, je pense que c'est un des atouts du renouveau de ces, allez, je vais dire colonies de vacances, qui sont maintenant des centres de vacances.